Bonjour et bienvenue au Satis à cette première journée de l'édition 2025 pour ceux qui sont ici avec nous très nombreux et ceux qui sont à distance. Et on est réunis à ce moment-là cet après-midi pour parler de comment tourner en hybride avec caméra et smartphone, ou caméra ou smartphone en fonction des configurations. Et pour en discuter avec moi, j'ai ici Jonathan Vier qui est le fondateur de Crew et producteur. Fred Roland, qui est, on va dire, monsieur vidéo chez Adobe depuis un moment. Ton intitulé, c'est directeur de développement stratégique pour la vidéo pour toute la partie EMEA. On a Ludovic Dréan, qui est le responsable pro pour la vidéo chez Nikon. Et on a ici Julien Chambaud, qui est le directeur technique du groupe Éléphant. Et on a Synapse, qui est vidéaste et photographe. Alors, quand on parle de production audiovisuelle, c'est extrêmement vaste. Peut-être qu'on devrait commencer par faire un petit tour de table rapide pour que vous nous disiez brièvement dans quel type d'activité vous travaillez, vous créez. Et comme ça nous donnera une idée aussi de pourquoi les choix du matériel. Synapse, peut-être ? Bonjour à tous, moi je suis photographe et vidéaste, accessoirement également créateur de contenu. Je travaille principalement dans les domaines de la mode, du sport et de la musique. Et moi, les supports dont on va parler, j'utilise quotidiennement dans mon activité pour répondre à des cas pratiques et surtout être dans l'équilibre de la performance, de la spontanéité, mais également de l'efficacité pour répondre aux projets clients. Excellent. Julien ? Bonsoir, je suis Julien Chambaud, donc je suis directeur technique du groupe Éléphant. Je suis en charge de gérer les workflows pour la partie flux, documentaire. Et donc, on utilise plus ou moins ces technologies-là qui sont sur une quotidienne, alors 2 quotidiennes, une hebdomadaire. Et donc, toutes les problématiques de volumétrie m'intéressent au plus haut point. Et donc, ce que produit Éléphant, c'est magazine documentaire. Magazine documentaire, exactement. Et une partie corporate également, mais pour la partie tous les magazines. Aussi. Merci. Bonjour, Ludovic Dréan. Donc, moi, en tant que représentant d'un fabricant, on s'adresse forcément à une grande quantité de types d'utilisateurs. Ça dépend bien sûr des matériels utilisés, des budgets de fabrication et de production. Mais ça va de la création de contenu même en particulier jusqu'à des grosses entités comme des agences de presse qui vont avoir des centaines de matériels et des centaines d'utilisateurs dans le monde, aussi bien en prise de vue photo bien sûr qu'en vidéo aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Fred Roland, donc moi je m'occupe de représenter les équipes produits et développement sur tous les logiciels créatifs audio-vidéo chez Adobe. Donc à la fois les produits Creative Cloud, la partie Firefly et toute la partie intelligence artificielle et la partie collaborative avec Frame.io. Voilà, et donc je travaille au quotidien avec les professionnels de l'industrie audiovisuelle pour mieux les accompagner à appréhender les technologies, comprendre aussi, faire comprendre à nos équipes de produits et de développement quels sont les besoins des clients, de nos utilisateurs, de manière à ajuster notre feuille de route. Bonsoir, moi c'est Jonathan, donc j'ai une agence de production vidéo et je suis aussi derrière la caméra de temps en temps. Je vais beaucoup dans le domaine de l'outdoor et surtout des événements sportifs et cette année on a expérimenté vraiment une production en fait mix avec smartphone et caméra. Donc on a un case qui est assez intéressant. Enfin, on a eu une expérience au début de cette année sur un gros événement où en tout cas on a eu ce mélange qui était très intéressant et dont j'ai pas mal de feedback sur peut-être qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet avec ça, puisque tu nous as amené quelques images d'un gros événement de JMSI. Alors pour la petite histoire, en fait, avec Jonathan, on travaille souvent ensemble. Et j'avais fait une prestation sur laquelle je voyais plein de gens, même des JRI qui cadraient au téléphone. Je me disais, oh les pauvres, ça fait quand même pas très envie. Je me régalais beaucoup plus avec ma caméra. Et puis après, on a fait une prod sur laquelle on utilisait notre caméra, mais de manière instantanée, ce que tu vas nous expliquer. Et du coup, je me disais, c'est peut-être là aussi le bon moyen de combiner les intérêts de l'un et les intérêts de l'autre. Et puis après, on va voir ensemble qu'il y a certains cas dans lesquels avoir un téléphone, c'est peut-être mieux aussi qu'une caméra. Et peut-être aussi avoir les deux. Donc peut-être qu'on va lancer des images de la gym et puis tu vas nous expliquer le setup que vous avez eu. Alors, on a expérimenté plusieurs solutions. Ici, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On avait un événement à couvrir qui est
qui est d'une belle envergure quand même, qui se passe en Suisse. Et on avait beaucoup de sites, peu de moyens forcément, comme d'habitude. Et on avait 2 équipes de caméramans pro. Donc là, tout se passe bien, on maîtrise le workflow, on avait tout ce qu'il faut, quoi, des objectifs, des long lens, des stabilisateurs, enfin tout ce qu'on voulait pour faire du coup les belles images, on va dire. La contrainte qu'on a eue dans cet événement, c'est que l'organisation voulait intégrer des volontaires, c'est-à-dire voulait qu'on ait des gens, que les jeunes soient investis et qu'il y ait des volontaires qui soient là. Donc comme on voit sur les images, ce qu'on a fait, c'est tout simplement on a donné des petits micros aux volontaires qu'ils ont pu mettre sur leur téléphone, histoire d'avoir du son correct. Et derrière, en fait, on a simplement on a mis en place un team de monteurs quand même assez conséquent. C'est là où on fait un peu la différence quand même. Qui lui a mis en œuvre finalement le résultat, quoi, qui a sous-titré, fait les montages, etc. Et donc là on voit qu'on a mélangé ces images téléphone très spontanées qui venaient des volontaires avec des images pro. Et au final on s'est rendu compte que c'était des posts qui marchaient extrêmement bien sur Instagram. Dans le sens où avec le téléphone on apportait une spontanéité qu'on n'avait pas avec la caméra, qu'un journaliste qui serait allé interviewer finalement un athlète et tout, on n'avait pas le même feeling, quoi. Et alors que ces bénévoles, eux, ils étaient géniaux parce qu'eux, ils étaient volontaires, ils faisaient ça donc sans être payés gratuitement. Et ils allaient vers les gens, ils allaient vers les athlètes. En plus, on n'avait pas d'accréditation à cet événement, donc c'était assez particulier. C'était un événement, ils avaient dit on n'a pas d'accréditation. Donc personne ne savait que faisait partie de la prod, qui était qui. Et donc ça a amené quelque chose de très réel. Et en fait, je pense que souvent on essaye sur Instagram de détourner un peu Instagram, d'essayer de tordre Instagram pour y injecter en fait une production en fait de qualité. Puis au final, les gens l'assimilent à de la publicité. Et je pense à ce moment-là, c'est un peu faux parce que les gens ils disent c'est de la pub, je zappe. Et là, on retrouvait avec ces images de téléphone quelque chose de très spontané qui venait des gens. Derrière, on a amené un peu des images pro, forcément. Filmer de la gym dans une salle sombre, mal éclairée, sans long lens, c'est compliqué d'avoir des belles images au téléphone. Et là, on avait la solution, en fait. Bon, la solution résidait surtout dans le team de montage qui était derrière. Mais... Et puis aussi dans la solution que tu avais trouvée pour envoyer le signal des caméras. On utilisait aussi, effectivement, pour... forcément, on était sur de l'event, on veut quelque chose qui soit délivré de manière quasi instantanée. On avait sur les caméras un système Atomos C2C, donc qui était envoyé directement sur Frame.io. Et en fait, le client, en plus, pouvait sélectionner finalement dans nos rushs. Enfin, on avait un team de bénévoles qui faisait un pré-tri déjà de ce que les bénévoles filmaient, et puis un pré-tri de ce que nous, on filmait. Et ensuite, comme ça, on avait vraiment les monteurs. On avait fait tout un workflow qui permettait d'accélérer vraiment le processus pour délivrer, je sais pas, une news maximum 1 heure après que l'événement soit passé, en faisant un mélange. Et la grosse contrainte, on est en Suisse, il y avait 3 langues à sous-titrer, ça c'était plus le Mais pour en revenir au téléphone, ouais, je pense ce qu'on a mis en place, c'était vraiment de juste faire venir les bénévoles là où on avait la prod, de leur filer un petit micro DJI tout simple, ils le pluguaient à leur téléphone. Et gagner du coup en spontanéité. Ouais, et surtout on avait un son correct, et ça suffisait largement, on gagnait en spontanéité. Et surtout, on s'est posé longtemps la question, parce que si on donnait des caméras finalement aux bénévoles, et puis en fait les bénévoles qui sont venus au début, il y avait des profils, ils étaient un peu déçus, ils disaient on va filmer au téléphone. Du coup, je veux pas faire. Moi, je pensais qu'on allait me donner une caméra. Et puis, d'autres qui étaient finalement des profils un peu plus influenceurs, et puis qui se sont vraiment révélés, quoi. C'était vraiment... ils se sont pris au jeu, ils sont allés vers les gens. Et c'était génial. On a du contenu qui était... Du coup, on a essayé plusieurs choses dans les montages, du contenu 100% téléphone, du contenu 100% caméra. Et en fait, ce qui a le mieux marché, c'était les contenus mix. Ok, donc vraiment très intéressant, ouais. Et ce que tu dis sur la spontanéité, Julien, vous qui faites beaucoup du magazine et du docu, donc aller interviewer des gens qui ne sont pas des comédiens et qui ne sont peut-être même pas des athlètes. Comment les gens se comportent vis-à-vis d'un téléphone et vis-à-vis d'une caméra ? Alors, c'est vrai qu'il y a tout à fait un monde entre les deux réactions. La plupart du temps, éditorialement, on privilégie le téléphone pour justement préserver un peu des sujets un petit peu sensibles ou des personnes qui sont
malade ou une intimité quelconque, c'est-à-dire que c'est difficile de venir avec toute une équipe. Là, le téléphone a cette spontanéité qui permet effectivement de ramener du contact presque intime entre la personne interviewée et la personne qui va procéder à l'interview. C'est beaucoup moins intrusif et ça libère la parole, de toute façon, ça c'est évident. Et dans le docu, après, vous mélangez ça avec des images tout à fait, c'est mélangé. La plupart du temps, dans le documentaire, on privilégie quand même une gestion assez traditionnelle, on va dire. Ouais. Par contre, pour tout ce qui est 7 à 8, parfois, on a des images qui sont beaucoup plus dans l'action, dans les manifestations, par exemple, choses de ce genre, ou pour des moments un petit peu complexes aussi. Là, il va y avoir une espèce d'entente avec le journaliste et le sujet traité, on va dire, sur qu'est-ce qu'on va, entre guillemets, dégainer comme outil. On va quand même privilégier une qualité de caméra qui nous apporte un support technique et simplement ce qu'il nous faut comme image, comme son, pour que ce soit quand même bien, parce que la qualité est quand même importante au final, mais toujours dans le respect de la personne qu'on a en face de nous, ou en tout cas du contexte dans lequel on va filmer. Ça, c'est toujours aussi très important pour nous. Et puis il y a aussi le contexte spatial. Parfois, on est dans de petits espaces. Ah oui, effectivement. Habitation en cuisine, par exemple, qui ne sont pas des professionnels en face de nous. On va dans plusieurs pays. Et donc, parfois, les moments sont exigus et on a un téléphone qui peut être à 2 mm, peut-être pas 2 mm, mais d'une casserole bouillante, par exemple, etc. Ou pour prendre des fois en grand angle ou des choses dans des endroits très exigus. Le téléphone se dégaine très, très vite et c'est vrai que ça a aussi cet avantage. Ok, donc instantanéité et puis relation à la personne filmée. Et toi, Synapse, je sais que des fois tu tournes à la caméra, des fois tu as des clients qui te demandent de tourner au téléphone. Dans quel cas c'est... De plus en plus, moi j'y vois plusieurs cas de figure et puis il faut faire un parallèle à ce qui a été dit. La recherche d'authenticité. Moi je fais beaucoup de contenu storytelling où on a un rendu final qui est très travaillé, très pro, peut-être trop commercial au final. Et moi dans la stratégie qu'on met en place, on a toujours un mix entre ce contenu final qui est peut-être commercial, très professionnel et quelque chose qui vient de la vie réelle. Donc on croit plus en fait. C'est ça. Ouais. Donc soit on a ces vidéos-là qui sont insérées dans la vidéo mixée avec le contenu professionnel entre guillemets, ou sinon dans la stratégie qu'on met en place, on met du contenu satellite autour de cette vidéo principale qui permet d'agrémenter les réseaux sociaux et d'aller parler de manière plus authentique à la cible du client. L'autre bénéfice que j'y vois, c'est aussi ça permet d'impliquer le client dans sa propre création. Il est auteur d'images qui vont être insérées dans son processus de création. Et moi, je vois une vraie différence entre le moment où je fais tout et le moment où j'implique le client. Et ça permet, mais également le smartphone, de faire le lien entre ce matériel de tous les jours et le matériel professionnel. Moi, j'utilise également comme retour caméra. Donc ça permet de casser la glace et de faire le pas vers le matériel professionnel. Et ça permet au client de voir, d'être au centre de l'action. Et moi, je prends le pas de retrait et ça permet également de l'implication du client. C'est ça, le vrai gap que j'ai vu dans l'insertion du téléphone dans ma pratique. Auquel je n'aurais pas forcément pensé. Et donc on voit, comme tu dis, les téléphones prennent de plus en plus de place. Comment font les fabricants de caméras pour remédier pour cette facilité d'utilisation et de transmission d'images aussi, d'instantanéité? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était assez compliqué quand les premiers systèmes Android et iOS étaient, on va dire, assez peu communicants avec les interfaces des appareils photo, parce que les appareils photo avaient des systèmes informatiques qui n'étaient vraiment pas faits pour être communicants avec ces systèmes de transmission data à travers le smartphone. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, c'est beaucoup plus simple. Il y a des protocoles qui permettent de communiquer. De ce fait, soit en termes de passerelle, on se connecte directement de son boîtier à un smartphone pour faire juste passerelle et utiliser uniquement la connexion mobile en data. Ça, c'est une première chose. Par exemple, sur la dernière caméra, la ZR, on accède directement à Frame.io mais on n'a aucune interface sur le téléphone. On passe directement, en fait, on se connecte à partir du mobile en passerelle direct. Et c'est vrai qu'encore une fois, je remonte au début d'Instagram, clairement, on est vraiment une galère avec ça parce qu'on avait une telle concurrence par rapport au périphérique lui-même. Le smartphone était d'une simplicité ultra intuitive pour filmer, poster, filmer, transmettre, filmer, streamer. Et bien nous, aujourd'hui, on peut streamer, mais justement, on accélère sur nos développements pour pouvoir en faire vraiment une passerelle. Et aujourd'hui aussi, on développe des applications de contrôle à distance des boîtiers, donc d'interconnectivité,
pour pouvoir rentrer dans ces flux-là, parce que sinon on est complètement déconnecté, on reste avec la carte mémoire et ensuite se poser sur un ordi, et ça, ça nous disqualifie complètement, immédiatement. Du coup, de ce fait, on a de plus en plus de shoot en photo, surtout en photo aujourd'hui, et demain en vidéo, en live. Ce qu'on appelle du live, c'est on shoot, ça transmet immédiatement, soit sur un cloud qui va ensuite pousser sur un cloud intermédiaire qui va pousser sur des serveurs ou d'autres stockages comme des Google Drive, tout ce qui va être Adobe et compagnie et Apple, ou alors on a directement une transmission sur des serveurs par du FTP. Donc plein de tuyaux, on va dire, en fonction de ce qu'on a en termes de disponibilité smartphone. Pour répondre à l'instantanéité. Un dernier exemple, en fait, toute la production par exemple de l'agence France Presse pendant 5 ou 6 ans s'est faite avec une application qui s'appelle Shuttersnitch, qui a en fait un serveur FTP sur un téléphone, et toute la production photo passait par les derniers iPhones et ensuite était transmise. Donc vraiment, c'est plutôt un outil plateforme que de la production prise de vue, parce qu'évidemment, je ne vais pas vous dire moi qu'on produit très différemment avec un cadre très différent avec un smartphone. Oui. En revanche, effectivement, l'outil de base, c'est quand même le grand capteur et la panoplie d'optique. Et Frédéric, chez Adobe, ça fait longtemps que vous avez anticipé, même je crois à l'époque de Prélude déjà, il y avait l'idée de se dire on commence son edit sur un téléphone et ensuite on continue sur quels sont les types de workflows auxquels vous pensez aujourd'hui. Effectivement, le smartphone, il est révolutionnaire par ses capacités de computing, que ce soit processeur graphique, processeur du device. Et aujourd'hui, la jeune génération, le premier écran, c'est le smartphone. Donc, il a fallu aller vite, nous, en tant qu'éditeurs de logiciels créatifs, aller sur ce type de format, de support, pour comprendre. Et Dieu sait qu'on n'y est pas arrivé du premier coup, parce qu'il y a des codes, il y a une façon de faire pour que l'application soit ergonomique, adaptée, réactive, et l'audience, elle est beaucoup plus exigeante que l'audience professionnelle. Une audience professionnelle qui utilise des boîtiers, jamais ils vont trop se plaindre de l'ergonomie. Ils vont vous dire « Ah, ça m'embête que tu aies mis le bouton là, ça serait mieux. » Mais pour autant, on va regarder la qualité du capteur. Smartphone, il faut que tout soit bien et tout fonctionne bien. Donc nous, on a adressé ça. On a récemment même proposé une nouvelle version de Premiere sur mobile qui permet de monter le contenu qui est tourné sur la caméra. Mais par rapport à ce qu'on entend ici, la problématique, c'est de faire des captations de production quasiment professionnelles avec plusieurs appareils. Et là, le workflow, effectivement, c'est trouver un point de convergence à partir de caméras qui n'ont pas de disque dur comme on a sur des caméras où on peut retirer une carte SD. C'est comment connecter ces appareils-là, finalement, au workflow de post-production. Donc là, on l'a évoqué en pointillé et je remercie mes camarades. Adobe, on a racheté une plateforme qui s'appelle Frame.io il y a à peu près 5 ans, 4 ans. Et Frame.io avait développé une technologie qui s'appelle Camera to Cloud. Donc comme c'est assez simple, c'est de répondre à ces enjeux et anticiper aussi les enjeux qu'on perçoit d'ici 2030-2035, où il n'y aura plus de support physique sur la caméra. Il y aura du disque dur, mais il n'y aura plus de support où vous sortez une carte SD. On anticipe l'arrêt de ce genre de technologie pour avoir des caméras qui soient connectables directement à vos process, à vos clouds, etc. Donc évidemment, chaque fabricant arrive avec sa propre solution de cloud, ce qui impose, quand on a des productions avec des caméras différentes, de se dire je vais prendre le cloud Intel, etc. Nous, on a la chance d'avoir une solution qui rencontre l'unanimité en termes d'usage et de collaboration pour les créatifs. Donc ce Frame.io va être un agrégateur de tous ces contenus qui vont arriver d'un boîtier Nikon, un smartphone, un iPhone ou un boîtier Atomos qui va vous permettre de récupérer ces contenus en instantané. Et effectivement, ça, ce qui nous intéresse, c'est le workflow global. On ne fabrique pas de caméra. Et après, grâce à ces appareils-là, on va capter aussi beaucoup d'informations qui va faciliter le travail en post-production, que ce soit sur la colorimétrie, l'indexation, etc. Donc, on se rend compte que ces produits ont une puissance et vont donner peut-être une direction des fabricants professionnels plus haut de gamme de caméras pour définir quels sont les standards. Et là, on évoquait effectivement l'ergonomie. Moi, je suis un passionné de l'expérience utilisateur et de faire des produits ergonomes. C'est beaucoup plus simple pour les directions techniques parce qu'on accélère l'adoption et l'usage. Là où on est dans une industrie où historiquement, on ne peut pas se dire qu'on a toujours été bien gâté
par la partie ergonomique. Et aujourd'hui, je pense que tout à chacun, pour créer quelque chose de sympa, il faut qu'on ait quelque chose qui soit utilisable et qui fasse plaisir et pas des choses trop techniques. Donc, baser sur effectivement le contenu. Tout à l'heure, Jonathan parlait des monteurs qui allaient récupérer les rushs dans Frame.io. On avait fait des prestats ensemble où c'est carrément les community managers qui allaient faire leur marché sur les plans qui étaient en ligne. Donc c'est là où, comme tu dis, le fait que ce soit ultra simple, ça permet des workflows qui marchent bien. Ils étaient hyper contents. Ouais, moi j'ai identifié en tout cas avec Frame, puis le téléphone, 3 types de workflows. En fait, moi j'avais une problématique, c'est que ça fait plus de 15 ans qu'on fait des événements. Et petit à petit, en fait, on se fait finalement grignoter par déjà les influenceurs, ça c'est sûr, et puis grignoter aussi par les community managers des événements. Parce qu'au bout d'un moment, la personne qui vous mandate pour l'événement, elle se dit « Mais attendez, moi, ma stagiaire, là, elle a son téléphone, on va la mettre sur le côté. » Puis oui, en fait, on parle d'authenticité. Moi, j'y crois beaucoup, en tout cas pour les réseaux sociaux. Je reviens sur le fait de tordre les réseaux sociaux pour essayer d'y mettre des vraies images de caméra dedans, alors que ça, c'est de la communication. Et en fait, moi, j'ai identifié à peu près... j'utilise 3 workflows, c'est-à-dire soit à grande échelle, comme on a présenté la gym, là, on avait plutôt, en pré-production, un souci où on s'est dit on va avoir trop d'images, parce qu'on va avoir beaucoup de bénévoles qui vont appuyer sur le bouton de leur téléphone, nous produire beaucoup de contenu avec beaucoup d'audio. Ça veut dire qu'il faut qu'on les écoute. Donc là, on a remédié. Effectivement, on a utilisé Frame.io. C'est génial parce qu'on pouvait mettre des étoiles, on pouvait commenter. Les personnes qui filmaient leur téléphone, je leur demandais de mettre un commentaire donc sur la personne qu'ils avaient interviewée, sur ce qu'ils disaient à peu près, la thématique, etc. Le nom de la salle où ça avait été filmé. Donc nous, on recevait au bureau, sous Frame, on avait plein de flux qui arrivaient dans tous les sens, mais ils étaient déjà un petit peu classifiés. On avait une autre équipe encore qui retriait tout ça et qui donnait à mes 4 monteurs ce qui était essentiel au final et ce qui nous permettait d'être réactifs. Ça, c'était un workflow où on a utilisé donc caméra qui arrivait dans Frame.io plus téléphone. Et puis, on a aussi effectivement utilisé un autre workflow qui est dans une configuration bien particulière parce qu'on filme en montagne. Si vous voulez, nous, on est dans la face en freeride et on a notre caméra. Et effectivement, d'utiliser un caméra to cloud, là, on vient concurrencer le téléphone. C'est-à-dire là, on peut avoir une image de freeride à la long lens avec cette image qui est directement poussée sur le Frame.io. Et là, le community manager va la chercher directement. C'est-à-dire que là, moi, je me règle pour pas avoir à grader. Donc déjà, une image qui, normalement, sort à peu près correctement. Et là, la community manager va directement sur Frame et elle me fait sur son téléphone in-out et elle poste son clip. Et ça nous permet de venir, en tout cas, pas concurrencer le téléphone, mais en tout cas être au même niveau. C'est-à-dire qu'on est dans la face, on a une image de long lens, ou même je l'ai fait avec des drones. Sur le HDMI du drone, je mets un système Atomos et puis comme ça, elle a l'image du drone en direct. Et puis la troisième config qui est intéressante, si on revient un petit peu sur les caméras, j'ai aussi l'occasion de filmer des régates où là je suis en one-man show, c'est-à-dire je fais des régates de voile et donc toute la semaine je dois produire du contenu pour les réseaux sociaux. Et là, j'ai pas envie de sortir l'ordinateur. En fait, mon but c'est de ne pas sortir l'ordinateur du tout et de revenir justement, je fais exactement la même technique. En fait, je me sers de la connexion de la caméra, je upload tout sur mon téléphone, des petites séquences et en fait je fais comme finalement... Je vais dans le téléphone dans l'appli photo et puis je fais un in-out sur mes rushs de caméra et puis je fais automatique couleur et puis je poste. Et pareil pour les photos. Et en fait, ça me permet d'avoir des petits clips vidéo, des petites interviews qui sortent tout de suite. Et je prends pas de retard. Comme je suis tout seul et que je peux pas être au four au moulin, et avec ces solutions actuelles, on trouve des solutions, quoi. Et là, on parle beaucoup de vidéos pour les réseaux sociaux, mais vous, ce que vous faites, c'est du magazine pour la télévision. Oui, et là, j'entends tous ces... C'est parfait, hein. C'est le paradis. Et vous, les enjeux sont... Moi, je fais de la télé. Ouais. Et certainement, vous aussi, hein, mais je suis embêté par tout un tas de normes. Ça m'oblige à être extrêmement rigoureux dans la prise de vue, de faire de la pédagogie pour les journalistes, de ne pas filmer, par exemple, dans la pellicule de l'iPhone, d'utiliser des solutions comme Filmic ou Blackmagic Camera, de verrouiller
25 images par seconde. Apple nous fait des surprises en mettant un petit variable au niveau de la fréquence. Il y a un firmware aussi à gérer sur le ROD parce qu'il y a le son évidemment qu'il va falloir aussi gérer. On est parti sur invitation au voyage et voyage en cuisine avec des unités de tournage qu'on réinitialise à chaque tournage parce qu'on a eu Apple qui nous a indiqué que les façons qu'on avait de tourner accéléraient l'obsolescence du téléphone. Par exemple, le 16 Pro qui est en titane, etc., a une dissipation de chaleur catastrophique. Le 17 Pro remplace cette problématique-là. Et tout un tas de petites choses comme ça. Il y a eu aussi une histoire avec des métadatas, notamment sur l'edit table qui slippaient l'audio. Alors c'est un peu technique, mais globalement, quand vous avez des écouteurs Bluetooth, les micros Bluetooth, le décrochage du timecode n'est pas fixé sur la vidéo. Donc c'est très bien quand on est dans les réseaux sociaux, qu'on utilise Adobe Premiere ou des logiciels de ce type-là. Quand vous encodez tout ça pour Avid, par exemple, pour des flux qui génèrent encore une fois des très grosses volumétries, parce que j'ai en machine plus de 800 sujets, hein, donc c'est colossal, c'est 2 quotidiennes encore une fois, donc c'est très important. On est obligé de quantifier toutes ces petites manipulations, tout ça, et chaque moment perdu, c'est un moment important parce que c'est additionné, voire multiplié. Les synchronisations a posteriori sont quasiment impossibles, vu les volumétries. Donc ce petit slip, en tout cas ce petit glissement d'audio pour attendre que tout l'audio du micro, l'audio du casque soit parfait, les éditeurs ont mis un temps fou. Donc j'avais pratiquement une quotidienne qui était basée sur un logiciel à 50 € qui est Compressor de chez Apple, parce que Filmic, très ami avec Apple, utilise des éléments très précis, Compressor, éditeur Apple, etc. Et donc tout le monde s'était mis d'accord. Il a fallu attendre peut-être 6 mois pour que l'industrie soit un petit peu comprenne cette problématique-là. Donc c'était coup de téléphone avec des éditeurs, Edit-Ready, etc. Comment est-ce qu'on étalonne ces images ensemble ? Très mal. Très mal. Ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'après, on ne parle même pas de cohérence visuelle. Hein. C'est-à-dire qu'en règle générale, ce qu'on va garantir, c'est une authenticité. Donc là, effectivement, on va pouvoir garantir ce genre de choses. Moi, en plus, j'ai des volumétries, encore une fois, donc, qui sont importantes. Donc, on ne filme pas en ProRes, par exemple, puisque sinon, le téléphone, il fond dans la main. Donc, il faut déporter le stockage. Mais le journaliste n'a pas forcément le temps de le faire. Les interviews sont longues. Donc, on peut aussi avoir des problèmes hardware, comme du lag, comme des images qui glitch, ce genre de choses. On a eu ça beaucoup. Donc après, effectivement, la production arrive et me dit tout simplement, est-ce qu'on peut réparer ce plan ? Est-ce qu'on peut trouver une solution pour ce plan ? Il n'y a pas 3 jours, j'ai eu quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, est-ce qu'il y a une solution pour régler les problèmes de captation avec les iPhones ? Parce que c'est des choses qui remontent souvent. Je leur ai dit, si, on va peut-être arrêter de tourner avec un iPhone, par exemple. Et donc après, on rentre dans des cercles qui sont des cycles plutôt, qui est l'iPhone, c'est bien, ou les systèmes smartphones sont très bien. Ils répondent à plein de demandes, mais pas assez robustes pour valider un workflow complet sur des éléments aussi complexes. Avid n'aide pas non plus. Hein. On est sur un environnement basé sur des codecs. Ça freine pour y répondre. Plutôt vieillissant, etc. Exactement. Ouais. Après, j'ai des volumétries qui m'obligent à utiliser Média Central, par exemple, parce qu'encore une fois, il y a des gestions de projets qui sont importantes. Dès qu'on dépasse les 600, 700, 800 sujets, c'est d'autres problématiques. Mais c'est vrai que du coup, on privilégie plutôt les éléments éditoriaux qui, comme vous le disiez, amènent de l'authenticité ou amènent une image qu'on n'aurait pas pu avoir dans des conditions, par exemple, un peu complexes. Hein, sortir une caméra, etc. C'est pas tout le temps anodin. Il y a des pays dans lesquels on ne peut pas totalement aussi arriver avec une caméra. Il faut faire une petite, à l'aéroport, un petit papier qui n'est pas forcément le bienvenu dans tous les pays aussi, il faut le savoir. Le téléphone, tout le monde en a un, et il se dégage très facilement. Et ça enlève une pression aussi sur le journaliste qui peut travailler un peu plus sereinement qu'avec une équipe. Nous, après, à la post-production, on est obligé de garantir un son correct. C'est surtout ça la problématique, c'est le son. L'image peut encore se trouver des solutions pour légitimer une image qui serait peut-être un petit peu dégradée. Et encore, la captation se fait de mieux en mieux. Mais par contre, après, en post-prod, vous n'avez aucune latitude. C'est-à-dire que le son, par exemple, est déjà compressé par les micros Bluetooth. En Pro Tools, en salle de mix, vous n'avez aucune manière, quelle qu'elle soit, d'aller chercher quelque chose, un son à aller chercher. On avait fait un doc à l'époque sur le président et la guerre. On était en immersion totale avec un iPhone. Très vite, on a compris qu'il fallait qu'on change de briquet parce qu'il y avait des conversations qu'on voulait aller chercher un peu plus loin, des micros un peu plus puissants, etc.
Et là, effectivement, j'ai une phrase, c'est un micro à 200, fait des sons à 200. Et donc, du coup, cette problématique-là d'aller chercher de l'information, alors qu'elle soit vidéo, et j'ai l'impression que l'œil s'est un petit peu habitué à la qualité du téléphone et elle fait partie tellement de notre quotidien que ça devient quelque chose d'accessible et d'accepter. Le son, par contre, on est quand même obligé de garantir un son audible de bonne qualité parce qu'elle participe à l'immersion des Tout à fait, et puis amène du spectateur sur ce qu'on est en train de leur montrer, c'est-à-dire l'histoire. Ouais. Et Fred, je crois que tu J'ai une question pour Julien, mais du coup, qu'est-ce qui motive à utiliser l'iPhone les équipes? C'est quoi la légèreté de la caméra, le Très bonne question. Alors, si je vais être totalement honnête, il y a une hype déjà. C'est-à-dire qu'il y a une baisse un peu aussi de la motivation à avoir une grosse caméra. C'est lourd, c'est embêtant. Il faut gérer le stockage, il faut gérer la connectique, des câbles, de la batterie, etc., etc. Le téléphone, on le dégaine. Et ça, c'est vrai que ça donne en illusion, ça donne la perception à la personne qui va filmer d'être un peu dans une liberté, dans un outil qu'elle maîtrise. Or, dès qu'elle est confrontée à des workflows très précis, ça la renferme dans quelque chose de très précis. Vous l'équipez l'iPhone? Alors l'équipe, ouais, on a une cage, etc., micro, tout ce qu'il faut, mais une fois qu'on a branché le micro, la cage, la batterie, le SSD dans un coin, etc., c'est une caméra. C'est une caméra et c'est pas très... Alors c'est sympa, ça flatte l'ego, j'ai l'impression, mais un peu comme à l'époque des DSLR qui étaient arrivés avec la cage, ceci, on met plein de choses, faut le focus, etc. On est un peu dans ce système-là, un peu, je trouve. Mais là, sans la qualité. C'est-à-dire que derrière, on n'a pas fondamentalement quelque chose qui garantit cette hype. Donc, dès qu'ils veulent accéder à une qualité un peu plus importante, le son notamment, c'est vraiment le plus gros écueil, il n'est pas à chercher. Rode fait ce qu'il peut, tout le monde fait ce qu'il peut, Sennheiser, Shure, mais il y a un plafond de verre qui est le protocole. Tant que les constructeurs ne se sont pas attaqués à ce protocole-là, il y a forcément un plafond de verre de la bande passante où le son est compressé par le boîtier. Personne ne veut encoder dans le boîtier, personne ne veut le faire. Oui, puis effectivement, il ne faut pas se leurrer. Et après, moi, j'ai envie de rajouter aussi sur ce que tu dis, j'avais fait un tournage l'an dernier au Groenland sur la banquise. Moi, je me faisais hyper plaisir avec mes Nikon Z et j'étais avec une JRI qui tournait au téléphone. La pauvre, il faisait extrêmement froid. Elle en avait un qui tournait pendant que l'autre rechargeait les batteries. Enfin, l'ergonomie était épouvantable. Et même si c'est quelqu'un qui travaillait très bien, je voyais sa frustration à travailler avec ce genre de matériel. Donc effectivement, ça peut être utile. Je veux bien croire qu'en conflit, ça change complètement l'aspect des gens autour vis-à-vis du cadreur. Mais après, sur la banquise, c'est quand même un peu dommage. Je passe le moment où le téléphone a un appel pendant que ça tourne. Exactement. Tous ces si vous filmez avec un smartphone, coupez-le. Et Jonathan, au Synapse, quand vous tournez au téléphone, vous accessoirisez ou vous l'utilisez juste comme ça? Moi, je ne prends pas la peine de l'accessoiriser parce que ça demande du temps et ça coupe du coup ce contact qu'on peut créer quand le téléphone est nu. Ça donne l'impression qu'il est accessible, qu'il est facile. Ça reste un outil du quotidien. Et j'aime avoir cette distinction entre les deux qui peut justifier certaines méthodes, certains discours qu'on peut avoir avec le client. Lorsqu'on réduit, du coup, ne serait-ce que, et je rejoins ce qu'il a dit, physiquement, l'aspect des deux, je trouve que certains discours passent moins. Là, on a quand même la justification de la qualité du coup et du rendu final et du coup de notamment justifier la prise de temps pour faire les choses. Et ce que j'aime dire et penser mes projets, c'est également la question du tempo. Il y a des choses qu'on doit faire vite parce qu'on n'a pas le temps, et puis je trouve qu'il y a des choses où on doit prendre le temps pour avoir accès à une certaine qualité. Et justement, ne pas accessoiriser ça et différencier les deux, ça justifie ce tempo différent, je trouve, dans les projets qu'on va mener. Ouais, c'est intéressant. Ouais, moi, je suis très aligné sur ce qui vient de se dire. Je pense que j'ai juste accessorisé un tout petit peu micro. Je rejoins aussi ce qui a été dit. Je pense que le son, c'est un petit peu ce qui vient être embêtant, surtout dès qu'on s'éloigne de quelques mètres. Donc, mais moi, je trouve qu'effectivement, il faut adapter en fonction de la situation. Il y a des tournages, ça s'y prête pas du tout. Enfin, comme d'être dans le froid, filmer tout ce qui est long lens, ça marche pas, quoi. Et puis, il y a des rendus qu'on a envie d'avoir. Un fisheye, un long lens. Bon, un fisheye, ça marche plus ou moins bien sur l'iPhone quand même.
Mais voilà, ça remplace pas un beau bokeh, enfin des choses comme ça. Et je pense qu'il y a des moments qu'il faut privilégier effectivement le téléphone, une spontanéité, quelque chose qu'on a envie d'avoir sous cet angle. Peut-être de le réfléchir à l'avance dans les productions, tout simplement. Et puis au-delà de l'aspect technique, je pense qu'il faut se dire, enfin il y a plein d'exemples concrets typiquement. On parlait des voyages à l'étranger, mais ça c'est pas moi, mais j'ai eu le retour d'une production qui s'est faite. Des gens de la télé qui devaient faire un sketch aux États-Unis, voilà, pas eu le temps d'avoir les autorisations, ils arrivent aux US, ça marche pas. J'ai un téléphone, c'est tout bon quoi. Ça passait, une caméra, ça passait pas. Et là, effectivement, on sauve. Mais je pense qu'une utilisation est très complémentaire. Enfin, pour moi, je vois que des avantages à les utiliser pour ce qu'ils sont. Effectivement, accessoiriser un téléphone, ouais, je suis d'accord. Et quand on voit des fichiers, en proxy, ça suffit? Quand on voit des fichiers de caméra pour les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il faut envoyer en pleine qualité? Je ne sais pas s'il y a une réponse. Ça dépend. Moi, je dirais ça dépend de l'instantanéité qu'on va avoir, est-ce qu'on nous demande derrière. Parce que si je dois publier le plus vite possible, le proxy fera très bien l'affaire. Si effectivement j'ai une semaine ou un mois pour faire un montage, évidemment j'ai envie d'avoir un rush qui est propre, qui est gradé, qui est fini, et tout. Mais je pense que ça se réfléchit en fonction de la production qu'on a, quoi. Tout simplement, et du sujet. Tout simplement de se dire, le sujet, là je veux quelque chose d'authentique. Je pense pour ces petites interviews, ces moments un peu clés, ça marche super bien. On a un petit backstage sur un tournage aussi, quelque chose qui vient... Et effectivement, cette image de téléphone, maintenant elle est complètement acceptée, je pense. Et même, on regarde TF1, on regarde le journal, il y a la moitié des sujets, c'est des images de téléphone. Donc moi je pense pas qu'il faut avoir peur d'avoir une qualité mauvaise. Je pense qu'il faut simplement l'identifier. Et puis de toute façon, le format fait qu'on l'identifie la plupart du temps. Donc voilà, c'est simplement comment on l'intègre dans un montage, comment on le met en valeur dans un montage, et puis... Et puis toi d'ailleurs, Synapse, tu disais que tu crées plein de périphériques autour de la vidéo principale. Et qu'est-ce qui marche le mieux au final? Les gens, ils aiment mieux la vidéo ou tout ce qui est autour? En fait, je pense que c'est les deux, c'est l'écosystème. Plus que chaque contenu individualisé, c'est vraiment l'écosystème entre une vidéo principale qui a un rendu très professionnel, avec un message qui est bien pensé, et des périphériques qui vont donner soit accès au backstage, donner accès à la personnalité de la personne, donner accès à des éléments qu'on n'a pas dans cette vidéo principale, et permettre de laisser penser au client que je suis avec toi, tu me comprends, tu vis l'expérience que je veux te donner. Et c'est cet écosystème-là qui permet, je trouve, d'être extrêmement efficace aujourd'hui. Et je rebondis sur ce qui a été dit. Des fois, on ne voit même pas la différence de qualité parce que l'œil s'habitue. L'œil s'habitue vraiment à ça. Et le fait que l'œil s'habitue, je pense qu'on peut le tirer à notre avantage pour gagner du temps sur ce contenu périphérique et complémentaire et optimiser les ponts qui existent entre des caméras entre guillemets professionnelles et puis des caméras de tous les jours. Et je trouve que c'est là l'axe de progression qu'on a, nous professionnels, même amateurs, c'est d'optimiser ces ponts-là pour créer nos histoires et les mettre au service du projet qu'on veut mener en fait. Et puis on voit dans l'évolution des caméras, tu parles de facilité, mais c'est quand même de plus en plus facile d'utiliser une caméra. Et ça, j'imagine que c'est aussi pour essayer de convaincre le public qui vient des téléphones. Comme tu disais, Fred, les jeunes aujourd'hui démarrent en faisant des vidéos avec un téléphone et ensuite peut-être passent aux caméras. Ouais. Oui, en effet, c'est une volonté, mais depuis un long moment, on va dire depuis le numérique, parce que justement, on permet d'ajouter des sortes de couches supplémentaires à la création d'images. On voit des choses qui aident au cadrage, qui aident à l'exposition, qui reconnaissent de plus en plus les sujets dans le cadre, évidemment. Tout ça, c'est des choses qui sont une barrière à l'entrée pour quelqu'un qui veut faire de la belle image, qui ne comprend pas forcément pourquoi l'image est trop claire, trop sombre. Quand on voit comment le département d'Apple a à peu près 800 ingénieurs pour faire les développements de la partie image simplement des smartphones, c'est pour cette intuitivité-là. Et clairement, ça drive absolument toute l'industrie de la fabrication d'images. C'est-à-dire que l'intuitivité de l'iPhone, on la veut, enfin de l'iPhone et des autres, je suis pas partisan. En revanche, cette intuitivité-là qui a été quand même au départ créée par Steve Jobs, on peut pas lui enlever le côté du tactile du premier iPhone, a complètement changé les usages. On voit même des vidéos où on voit ça là, tu sais, où les gens ils font ça
en visuel pour avancer, swiper. Enfin, ces gestes-là qui sont accessibles aux moins d'un an, aux enfants de moins d'un an, ont été utilisés pour que l'accès à la technologie se fasse. De ce fait, on choisit aussi, nous, de faire ça dans des appareils beaucoup plus complexes. L'intelligence artificielle, évidemment, nous aide à avoir une espèce de cerveau dans la machine, et aussi quand on peut aussi accéder, grâce aux outils Adobe, par exemple, à du serveur, c'est-à-dire on ne fait pas du cloud, on fait pas du calcul uniquement de machine, mais aussi en accès serveur. On a une accessibilité à cette intelligence, cette réflexion sur l'image, et ça, c'est obligatoire. Je voudrais juste revenir, parce qu'en fait, ça me fait penser à nos discussions, me fait penser à un parallèle sociologique. C'est qu'en fait, le smartphone aujourd'hui, c'est le compact d'avant. C'est-à-dire que cette accessibilité, cette spontanéité, en fait, on l'avait même pour des professionnels qui voulaient faire ce genre de travail, ce travail de spontanéité ou de passer partout. Et ça, j'en connais plein, parce qu'on est aussi, on accompagne beaucoup de photographes de guerre, de documentaires dans des environnements où leur vie est en jeu. Mais parfois, ils utilisent ces genres soit un smartphone, soit avant un compact, argentique, numérique, où on se disait, lui, il n'est pas dangereux, mais quelque part, c'est un peu ça que je trouve que vous relatez, c'est que si en plus la personne est jeune et qu'elle s'approche de l'autre, il y a le caractère de proie et de prédateur qu'il n'y a plus là, en fait. L'objet, finalement, de prise de vue, il devient l'espèce de frein. C'est-à-dire que, oui, on voit une optique et un boîtier. Ah, c'est un professionnel. Ah, je dois bien me tenir. Ah, je vais stresser. Et du coup, on enlève cet élément-là. Mais en fait, ça existe parce que la représentation, elle a changé. Tout le monde a un smartphone. Avant, quasiment tout le monde avait un compact. En tout cas dans les années 90-2000, on avait un compact argentique ou numérique. Voilà. Et tu vois, j'irais même plus loin dans ce que tu as dit. Je trouve qu'il y a des appareils qui marquent des vrais tournants. Après, c'est pas parce que je travaille avec du Nikon, mais même le nouvel appareil qui a été annoncé, la Nikon ZR, je trouve que le retour principal, c'est au niveau de l'écran. L'écran qui se rapproche de ce que je peux avoir sur un smartphone. En termes de tactile, en termes de taille, en termes de réactivité. Quand je fais la rotation, il passe de l'horizontale à la verticale. Ce qui me permet d'avoir passer d'une solution, d'un porté natif, un peu comme le téléphone. Et je trouve que ça va marquer vraiment un tournant. Et je pense que les constructeurs vont aller vers ça. Et même après, parce qu'il y a un dirigeant d'Adobe qui est là, mais moi, en tant que créateur, c'est aussi de voir peut-être des collaborations entre des constructeurs et puis après des systèmes de montage pour que moi, je crée et je puisse tout de suite monter derrière comme je peux le faire avec un téléphone. Je pense que celui qui arrivera à faire ça, du coup, va exploser. Et du coup, je pense que c'est la tendance vers laquelle nous, créateurs, on espère que les choses vont aller. Ça tombe bien parce que vous êtes assis côte à côte, le message est passé. On avait notre ancien CTO, le patron technologique d'Adobe, il y a dizaines d'années, il avait dit Capture is the new edit, en disant la qualité des sensors, ils sont tellement puissants que, par exemple, même pour faire de la rotoscopie, vous n'avez plus besoin de fond vert. Aujourd'hui, les caméras, elles ont assez d'intelligence pour même pas passer dans l'outil de montage. Donc, mais sincèrement, on n'est pas très loin d'apporter les outils de création le plus proche du capteur. Déjà, on le fait dans cet outil-là tout seul, mais avec la fonction caméra to cloud, aujourd'hui, vous êtes dans Premiere, vous êtes même dans Resolve, vous êtes dans Final Cut, mais éventuellement dans Avid, vous pouvez accéder au contenu instantanément. Et ça, moi, je l'ai vu, c'est pas, comme on dit, c'est pas rocket science, ça impressionne pas des gens comme Julien qui connaissent la technologie, d'avoir un fichier que vous tournez, qui arrive sur votre ordinateur sans avoir à déployer une usine à gaz de techno ou d'avoir des ingénieurs. Ça arrive, vous cliquez, vous voyez le clip et vous pouvez le jouer. Vous pouvez donner l'outil à un responsable juridique, à du marketing. Et c'est vraiment là où j'évoquais l'ergonomie. C'est que tant mieux si le monde du consumer améliore l'ergonomie du monde professionnel parce qu'on en a besoin. Si on parle de productivité, on parle de créativité, mais ça dépend aussi des outils qu'on nous propose. Souvent, le point de blocage, c'est des outils qui sont archaïques et c'est cool, c'est quand même cool que l'iPhone finalement influence l'industrie. Je pense pas que c'était l'ambition de Steve Jobs quand il a créé l'iPhone. Pour lui, c'était peut-être de remplacer toutes les caméras du monde entier. Mais effectivement, c'est chouette de voir que ça influence dans le bon sens la stratégie de Nikon parce que derrière, la réalité, c'est que les nouveaux créateurs, ils démarrent, nous on le voit sur la partie post-production, ils démarrent avec des outils consumer, donc un iPhone, un petit outil de montage, etc. Mais au final,
ils se professionnalisent, ils vont prendre le dernier boîtier Nikon, ils veulent se démarquer. Et pour se démarquer, il n'y a pas de la recette, il faut se professionnaliser, il faut donner un grain à votre image, une identité, et c'est en cela qu'on va aller dans des produits comme After Effects pour pousser les pixels dans une identité qui va vous donner votre succès sur les réseaux sociaux. Moi, je crois en l'instantanéité des réseaux sociaux. Effectivement, on l'a dit, le smartphone va mettre de l'intimité. On a des clients, des grands producteurs de contenu sportif qui apprennent le smartphone parce qu'ils savent que ça apporte de l'intimité avec des athlètes que la grosse caméra d'épaule, et on a ce genre de choses. En revanche, on a aussi des exemples de marques de luxe qui ont ce problème. Leur premier concurrent sur les catwalks, les défilés, c'est les influenceurs qui sont là avec leur smartphone, qui tournent des images de piètre qualité, mal tournées, qui ne mettent pas en avant leurs produits. Et ben aujourd'hui, ces gens-là, ils se disent notre enjeu, c'est d'amener les clients sur nos réseaux sociaux. Donc, je cite pas de marque, mais comment faire? Donc, ils ont pris des caméras ultra professionnelles qui tournent parce qu'ils ont cette capacité à mettre les caméras au bon endroit. Ils ont cet œil-là. En revanche, leur défi, c'est l'instantanéité. Comment je vais vite vers les réseaux sociaux? Donc, ils utilisent nos technologies, on en est ravis. Frame IO, caméra to cloud, les contenus vont vite. Les monteurs ont leur modèle prêt dans la timeline, ils mettent des contenus. Et grâce à ça, ils arrivent à orienter les gens qui sont fans de ces marques vers ces réseaux-là parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des contenus de qualité rapidement versus l'influenceur qui va filmer comme je pourrais filmer là, où ça va être sympa 5 minutes. Mais à la fin, si on fait du contenu sportif comme tu as fait énormément, c'est pas le smartphone qui va m'amener le contenu du freeride sur la face de la Verbier, des trucs complètement tarés. C'est des caméras ultra professionnelles. Exactement. Et d'ailleurs... puisque tu parles de notre public, on va se tourner aussi vers vous parce que le temps passe et j'imagine que vous avez des questions. Déjà, moi, j'en ai une pour vous. Qui est-ce qui tourne avec un téléphone? Alors, on est au Satis, donc la quantité n'est pas très élevée. Qui est-ce qui tourne avec une caméra? Et qui est-ce? Donc, c'est quand même plus. Tourne avec une caméra Nikon. Et qui est-ce qui envisage de mixer les deux? Donc, j'ai envie de penser que c'est l'essentiel. Et pendant que vous avez les doigts levés, est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Oui. C'était très très intéressant. Déjà, on voit bien que le format est un peu en fonction de la narration qu'on veut donner. Donc, c'est très intéressant. J'ai une question pour Fred. Julien l'a un peu dit tout à l'heure, il a utilisé du Blackmagic, etc. On a beaucoup parlé d'iPhone, donc de hardware. Et donc, on sait très bien que Apple, ils sont très forts pour bloquer les choses sur leur hardware à eux pour pouvoir bien gérer la qualité de sortie. Est-ce que c'est une volonté potentielle de chez Adobe de créer du hardware, créer des caméras un jour ou pas du tout? Alors, moi, je ne suis pas le CEO de la compagnie. Je pense que notre domaine, et aujourd'hui, c'est quand même bien d'être focus sur un domaine qui est le nôtre, c'est le domaine créatif. On travaille avec un écosystème très riche. Et par exemple, il y a un nouvel éditeur d'applications sur iPhone qui s'appelle Mavis, M-A-V-I-S. Je vous invite à télécharger l'application Mavis Camera. Ils ont réussi à contourner le problème du variable bitrate qu'Apple a imposé récemment sur la version iOS 26. Donc, ils savent faire du constant bitrate. Et en fait, on le fait en collaboration avec eux parce que nous, on leur dit le contenu, quand il arrive dans Premiere, il est désynchronisé, mais il n'est pas que dans Premiere, il arrive désynchronisé dans tous les outils de montage. Donc, on fait ce travail-là et je pense que l'industrie est bien. Maintenant, la concurrence sur téléphone et caméra, elle est compliquée. On a certains concurrents d'éditeurs de montage qui font des caméras. Voilà, c'est compliqué aussi, je pense, d'être sur deux domaines. S'ils y arrivent, je serais ravi pour eux, mais je pense que c'est bien d'être best of breed, comme on dit, et faire des partenariats pragmatiques. Et écoutez, Nikon, on travaille avec eux sur leur nouveau boîtier, l'intégration de leur nouveau boîtier, du format NRAW dans Premiere. Voilà, ça, c'est les choses qui nous passionnent, parce que vos besoins, pour revenir à l'histoire de la narration, vos besoins vont évoluer en fonction des projets. Donc pour nous, on va avoir un modèle, et on le voit par exemple sur les modèles d'IA générative. Par exemple, Firefly ne répond pas à tous les cas d'usage. Donc la meilleure façon qu'on a de répondre, c'est d'intégrer tous les modèles dans nos outils et vous laisser le choix. Et donc je pense que ça, Adobe, on va rester sur cette ligne de partie, sauf si demain on voit que le marché nous dit non, il faut faire une caméra. Moi je pousse pour qu'on ait une application de tournage sur l'iPhone. La réponse qu'on m'a faite, on m'a dit c'est Mavis, c'est filmique, plus trop filmique parce que c'est down, mais on travaille avec Blackmagic Camera également. Ok, merci beaucoup.
Merci pour votre présence et merci beaucoup pour votre participation.